Bonjour et bienvenue à cet entretien sur le thème de l'acceptabilité sociale. Je suis Jean-Pierre Bastien, directeur pédagogique adjoint au Collège des administrateurs de société. Et dans quelques instants, je vous présente notre invité, Robert Sauvé, qui va nous parler de l'acceptabilité sociale. Le Collège des administrateurs de société considère cette thématique comme importante, voire fondamentale, parce que c'est terminé l'ère où la gestion et la gouvernance se faisaient du haut vers le bas ou, si on veut, top-down. Tenir compte de l'intérêt de toutes les parties prenantes est une thématique qu'on évoque souvent au collège. C'est encore plus vrai quand on parle du lien avec l'ensemble de la société, avec l'ensemble des citoyens. Il nous faut donc toujours tenir compte du fait que nous ne sommes plus au 19e, au 20e siècle, mais bien depuis les années 2000, que nous sommes passés à une étape où il faut tenir compte de l'ensemble des positions. Alors, je vous présente Robert. Bonjour Robert. Bonjour. Alors, Robert est administrateur de société certifié au Collège. Il détient un diplôme et une maîtrise de planification urbaine et régionale de Oxford Polytechnic en Angleterre. Il a complété un baccalauréat en architecture et des études de doctorat en aménagement et développement régional à l'Université de Montréal. Et il a eu une très longue carrière de directeur et d'administrateur d'État dans la fonction publique québécoise. Je vous cite quelques-uns des postes qu'il a occupés. Il a été directeur régional de l'Abitibi-Témiscamingue à l'OPDQ, pour les plus jeunes, l'Office de planification et de développement du Québec. Il a été sous-ministre au ministère des Régions, secrétaire général associé aux Affaires autochtones. Il a été sous-ministre associé au ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, ainsi qu'au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Il a été sous-ministre aux ressources naturelles et à la faune, et il a été membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société du Plan Nord. En 2017, l'Institut d'administration publique de Québec lui décernait son prix Hommage pour souligner une carrière exceptionnelle dans l'administration publique. Il a aussi siégé au CA d'Hydro-Québec et de Ressources Québec, qui est une filiale d'Investissement Québec, et il siège maintenant au CA de l'Université Arctique et à la Mutuelle des municipalités du Québec. Pour mieux le décrire, j'aime bien emprunter les mots du regretté Denis Jean. Robert est un homme de concertation et de consensus. Robert, on a convenu de diviser cet entretien en 5 thématiques. Peux-tu nous les présenter brièvement? Oui, bien sûr. On va commencer par parler d'inacceptabilité sociale à partir de quelques exemples. On va ensuite définir l'acceptabilité sociale. On va examiner quelques cas concrets. On va regarder comment ou analyser comment on intègre l'acceptabilité sociale dans nos façons de faire, comment on doit le faire. Et pour conclure, on va identifier un certain nombre d'ingrédients qu'on doit retrouver pour avoir l'acceptabilité sociale ou pour être dans situation d'acceptabilité sociale. Et on va identifier quelques conditions de succès de l'acceptabilité sociale. Allons d'abord à l'inacceptabilité sociale. J'aimerais qu'à partir de quelques exemples observés depuis le début des années 2000, tu nous indiques qu'est-ce qui fait qu'un projet est ou devient inacceptable socialement. Il y aurait plusieurs exemples à citer. J'en ai choisi quelques-uns. Il y a 2 que je vais mentionner très rapidement. D'abord, les gaz de schiste. J'étais sous-ministre aux Ressources naturelles quand nous avons connu au Québec l'épisode des gaz de schiste. Fait que je suis assez bien informé de ce dossier-là. Gaz de schiste s'est apparu un peu soudainement au Québec parce qu'il y avait une croissance exponentielle de cette façon-là d'exploiter le pétrole à travers la fracturation. Ça s'est beaucoup développé dans l'Ouest canadien, ça s'est développé aux États-Unis et il a été découvert qu'il y avait un potentiel pour exploiter du gaz de schiste au sud du fleuve Saint-Laurent, le long du fleuve, entre Montréal et Trois-Rivières. Ça s'est développé vraiment très rapidement. Il y a plein d'entreprises de Calgary particulièrement, de l'Ouest, qui sont venues faire de l'exploration, qui sont venues voir comment tout ça se présentait et qui ont voulu très rapidement exploiter des puits de gaz de schiste dans l'axe Québec-Montréal, qui est assez populeuse, comme vous le savez. Ça a fait en sorte que rapidement, les entreprises qui étaient habituées de travailler dans l'Ouest, où ils faisaient 5-6 000 puits par année sans problème, puis il n'y avait pas ça, des problèmes d'acceptabilité sociale là-bas, parce que c'est dans la culture, c'est dans les mœurs des gens autour de Calgary ou dans
dans l'ensemble de l'Alberta, bien, ils sont allés voir les propriétaires, prendre des ententes avec eux autres, sont allés prendre des ententes avec les municipalités. Mais le gouvernement a tardé un tout petit peu à prendre le temps de bien aller rencontrer les municipalités, les MRC, parler aux populations. Ce qui fait que très rapidement, il y a une opposition qui s'est installée très vigoureusement par des groupes environnementaux, mais aussi par des populations locales qui étaient très inquiètes des risques que ça pouvait représenter tant au plan environnemental qu'au plan social. Il y a plein de choses qui sont sorties sur Internet, dans les médias sociaux, qui étaient des horreurs, des robinets qui qui prennent en feu parce que l'eau est pleine de gaz. Bon, des choses qu'on voyait à la télé, qu'on voyait dans les médias sociaux, mais qui étaient fondées, mais pas exactement ce qu'on retrouve nécessairement quand on fait des gaz de schiste dans un milieu. Bref, c'était une occasion un peu ratée de développer ça. Il a fallu très rapidement envisager avec le gouvernement un moratoire. On a arrêté toutes les opérations et finalement, c'est jamais reparti d'aucune façon. Bon, je ne veux pas porter de jugement sur est-ce que c'était une bonne idée ou pas une bonne idée. Ça avait un potentiel économique fort important. Ça aurait pu permettre la création de plusieurs emplois, de nous rendre à peu près autonomes dans la consommation de cette énergie-là. Mais en contrepartie, bien, il n'y avait pas l'acceptabilité sociale, il n'y avait pas l'assentiment de la population et la population est devenue très inquiète. On verra tantôt les éléments qui sont sortis de ça. Deuxième exemple, très rapidement, parc éolien. Là, c'était très variable. Dans l'est du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, ils sont en demande de parcs éoliens. Ils en voudraient toujours plus. C'est devenu un créneau d'excellence dans ce milieu-là. Il y a des pales qui sont construites maintenant en Gaspésie. Par contre, en Montérégie et dans le centre du Québec, bien là, c'était variable. Il y a des milieux qui acceptaient relativement bien les éoliennes parce que ça amenait des retombées économiques tant pour la population que pour la communauté et les individus qui étaient propriétaires des terrains. D'autres qui ne voulaient pas parce que c'était une intrusion dans le paysage, c'est le bruit, toutes sortes de raisons qui faisaient que les gens n'étaient pas confortables avec ça puis trouvaient que ça venait brimer leur quiétude dans leur milieu. Donc, il y a eu un peu de tout dans ce cas-là. Sur une décennie à peu près, on a eu des dossiers qui n'ont jamais réussi à se concrétiser, d'autres qui ont été même demandés par des communautés autochtones, par exemple. Donc, c'était très variable dans ce cas-là. La Romaine, c'est un autre bon exemple parce que la Romaine est un immense projet de 6,5 milliards, 4 centrales sur la rivière Romaine. Quand le projet a commencé à sortir, ça a commencé autour de 2009, beaucoup d'opposition de la part des groupes environnementaux, des gens qui s'intéressaient à la protection de l'environnement, aux rivières naturelles, etc. Mais en même temps, les populations de la Côte-Nord étaient plutôt favorables au projet parce que ça générait à peu près 1000 emplois par année, c'est encore le cas. Puis, dont à peu près 45 % provient de la région de la Côte-Nord. Donc, des retombées économiques, des emplois et des retombées économiques fort importantes pour Havre-Saint-Pierre et plusieurs municipalités autour. Finalement, c'est le gouvernement qui a dû trancher et le choix qui a été fait compte tenu du fait que ça permettait de produire de l'énergie renouvelable à un coût tout à fait raisonnable, bien, on est allé de l'avant dans ce projet-là. Mais il y a eu des périodes qui étaient plus difficiles et où il a fallu expliquer puis essayer d'ajuster un certain nombre de choses. Deux autres exemples qu'on pourrait parler, mais j'en parlerai pas beaucoup. Mont Harford, tout le monde se rappelle. Rabaska, même chose. Dans ce cas-là, c'était comme un inattendu. Il s'est installé une opposition rigoureuse, bien documentée, avec des scientifiques, avec des gens bien articulés, qui ont fait en sorte que ces projets-là sont devenus des projets impossibles à réaliser parce que l'opposition était trop forte trop rapidement et personne n'avait vu venir. Fait que dans le fond, on a des surprises des fois qu'on parle d'acceptabilité sociale et ça en est deux bonnes à raconter. Et si on parlait un peu de la pandémie? La pandémie, ce n'est pas une question nécessairement d'acceptabilité sociale, mais c'est un beau cas pour mettre en lumière les mêmes principes. Dans ce cas-là, c'est éminemment complexe parce que c'est de l'inconnu pur. Il n'y a pas de manuel d'instruction, il n'y a pas de directive déjà prévue d'avance.
Et donc, c'est comme, je l'ai entendu souvent, vous l'avez entendu aussi, c'est comme construire un avion en vol. Il y a eu des efforts considérables d'investis par le premier ministre et par tout le gouvernement pour bien expliquer, trouver les meilleures solutions. On s'en remet beaucoup à la science, mais la science ne peut pas tout prévoir. Puis dans ce cas-là, la science se développe au même rythme que la pandémie se développe. Donc, on est dans un contexte très, très difficile. Mais il y a quand même des bons coups qu'on peut signaler. J'en nomme juste un ce matin. Quand, il y a quelques semaines, on a décidé ce qu'on était pour faire dans le temps des fêtes, le ministre Roberge a expliqué la position qui était prise par le gouvernement en disant qu'il avait discuté et consulté les syndicats, les directeurs d'école, les comités de parents. Et le lendemain, tous ces gens-là se disaient satisfaits parce qu'ils avaient participé à la décision, parce qu'ils avaient eu la possibilité de se faire entendre. Ça l'a amené à moduler ce qui a été pris comme décision. Et c'est une décision qui a été, somme toute, très acceptable socialement par beaucoup de monde parce que ça a fait l'objet en amont d'une certaine consultation. Ça donne un exemple. On n'est pas dans un dossier d'acceptabilité sociale, mais un exemple de comment on peut faire les choses. Et pourquoi un projet est inacceptable? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Un projet est inacceptable quand il y a un manque d'information. C'est la première chose, je pense, qu'il faut constater. Quand la population constate qu'il y a des risques associés à un projet sans savoir, bien, c'est un premier irritant. Le deuxième, c'est le phénomène pas dans ma cour, qu'on appelle NIMBY en anglais, Not in my backyard. Le pas dans ma cour est aussi important. Pour les éoliennes, c'est un phénomène qu'on a vu très, très souvent. Troisième élément, c'est plus la diffusion d'informations parfois erronées. Par les médias sociaux maintenant. Souvent, il y a des gens qui vont être contre un projet puis vont mettre de l'avant des arguments qui ne sont pas nécessairement fondés, mais qui prennent tellement de place dans les médias sociaux que ça devient une nouvelle vérité, même si ce n'en est pas une. Et ça peut compromettre des projets sur de mauvaises bases, mais ça peut quand même compromettre des projets. Le quatrième élément, je dirais, c'est les arguments techniques et scientifiques et économiques qui ne suffisent plus pour convaincre la population. Ce n'est pas suffisant d'être rationnel, et on le voit avec le dossier de la pandémie, je reviens un petit peu, même si M. Arruda fait tout son possible et s'informe et prend les meilleures connaissances scientifiques, ça ne peut pas couvrir tous les angles parce qu'il y a des dimensions sociales et des dimensions qui sont liées aux valeurs des populations. Et ça, c'est un autre élément. Puis le dernier, c'est comme les populations sont beaucoup plus éduquées et mieux informées qu'avant, bien, ils exigent maintenant d'avoir la possibilité de participer au processus de décision quand ça les concerne directement. Et qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Prendre en compte surtout le contexte et les valeurs de la population, en plus des intérêts individuels et collectifs. Avant, on pouvait se limiter à des accommodements raisonnables, faire un deal avec le propriétaire, convenir d'une certaine redevance, parler une communauté, dire bon, on va vous créer des emplois locaux, on va supporter le développement communautaire, et c'était réglé. Jusqu'au tournant des années 2000, ça s'est souvent réglé comme ça. On était dans un mode accommodement raisonnable. Et finalement, maintenant, on est beaucoup plus large. C'est les valeurs de la population qu'il faut prendre en compte, c'est les valeurs de la société, puis c'est le contexte dans lequel le projet prend place. Le deuxième élément, je dirais, c'est les risques qui sont associés particulièrement à toutes les questions environnementales et sociales. C'est vraiment ce qui est toujours parmi les principaux empêchements ou les principaux obstacles à un projet. Il faut vraiment que ça soit bien expliqué et rassurer les populations sur ces deux aspects-là particulièrement. Et le dernier élément, c'est les attentes de la population à être associées au projet qui les concerne, carrément. On parle, Robert, d'acceptabilité sociale, d'inacceptabilité, d'acceptation. Peux-tu nous démêler un peu dans ces termes-là? Y a-t-il une clé qui rouvre le coffre? Bien, je vais commencer par dire que l'acceptabilité, ça se construit en amont. Donc, il faut commencer le plus tôt possible dans le processus. On va voir tout ça en détail tantôt. Sinon, bien, on gère de l'inacceptabilité en aval. Et ça, c'est moins amusant. Et très souvent, ça fait en sorte qu'un projet devient irréversible, que l'inacceptabilité devient irréversible puis que le projet ne peut pas se réaliser. Ça, c'est le cadre de base. Mais on est passé graduellement, je dirais, au cours des 3 dernières décennies, d'un mode acceptation à un mode acceptabilité sociale. Rapidement, si on raconte ça en histoire, l'acceptation sociale, ça vient après la décision. On sait que la population ne sait pas, on va l'éduquer, on va lui donner l'information.
On sait qu'il y a des inquiétudes identifiées, on va y répondre. On propose des atténuations d'impact, des mesures compensatoires, des accommodements raisonnables, des compensations financières. Et après, on a une campagne de relations publiques pour vendre le projet, parce qu'il y a déjà décidé. Et on assure tout le monde qu'on respecte toutes les conditions réglementaires. Et ça, c'était, jusqu'à il n'y a pas longtemps, suffisant pour qu'un projet devienne socialement acceptable. Pas une acceptabilité sociale, mais socialement acceptable. Résultat, c'est que souvent, ça a généré des conflits et souvent, ça a fait en sorte qu'il y a eu des contestations a posteriori quand les projets se sont réalisés. Ça, c'est l'acceptation. On essayait de... Dans le fond, ça devenait comme un crochet sur une liste de choses à faire. L'acceptabilité sociale, c'est bien différent parce qu'on intervient avant la décision, on respecte l'intelligence citoyenne, on travaille... on essaie de travailler ensemble puis d'impliquer la population et les partenaires concernés. On discute de la plus-value sociale d'un projet. On ne fait pas juste parler de la rentabilité puis du nombre d'emplois, mais en quoi ça vient, c'est bénéfique pour la population puis pour le milieu concerné. On passe de communication en mode relations publiques à une participation directe des citoyens et des groupes qui sont concernés. Et par résultat, c'est un processus qui est plus lent, mais qui va parfois jusqu'à dégager un consensus social et faire en sorte qu'il y a un dialogue qui s'installe et que le projet permet plus de prévisibilité puis plus de tranquillité au niveau de sa mise en œuvre. Est-ce qu'à la suite de ça, on peut définir l'acceptabilité sociale? Oui, je vais vous proposer, il y a plein de définitions d'acceptabilité sociale. Si vous allez dans la littérature, vous allez en voir des dizaines, vous allez vous demander laquelle est la meilleure. J'en propose 2 ce matin parce que ça couvre 2 dimensions très importantes de l'acceptabilité sociale. La première, elle vient de Corinne Gendron en 2014. Assentiment de la population à un projet ou à une décision résultant du jugement collectif que ce projet ou cette décision est supérieure aux alternatives connues, incluant le statu quo. Donc, quand on peut considérer que la population est assez d'accord que le projet qu'on est en train de décider de faire est mieux que le statu quo et le meilleur de toutes les alternatives. L'autre définition, c'est plus sur le processus, le résultat d'un processus par lequel les parties concernées construisent ensemble les conditions minimales à mettre en place pour qu'un projet, un programme ou une politique publique s'intègre harmonieusement et à un moment donné, parce que c'est toujours dans le temps, ça, ce qui est vrai une journée peut ne plus être vrai 10 ans plus tard, dans un milieu naturel et humain. Donc, la première définition est plus liée sur le résultat d'un processus qui nous amène à une acceptabilité sociale, alors que l'autre, c'est carrément sur le processus. C'est qu'on installe quelque chose qui va faire en sorte que l'acceptabilité sociale va être intégrée dans le processus. OK. Et pourquoi l'acceptabilité sociale doit-elle maintenant faire partie de nos processus de réflexion, de nos processus décisionnels? Bien, je pense que c'est un incontournable. Il y a plus, on est rendu là. Moi, j'en suis convaincu depuis longtemps. Je vais vous donner des exemples tantôt qui datent de 2001. De plus en plus, on constate que tous les projets maintenant, les politiques publiques et même des projets privés font l'objet de démarches très sérieuses au plan de l'acceptabilité sociale. C'est un incontournable parce qu'on n'est plus dans une logique d'intérêt, de négociation et de compensation comme on l'était avant. Les stratégies de mitigation sont insuffisantes. Le commandement raisonnable, on n'est plus là. Il ne s'agit plus non plus de seulement convaincre à force de chiffres puis de sciences. C'est plus suffisant, ça non plus. Surtout si les données sont contestables ou en évolution, comme on le voit dans la pandémie présentement. La population ne se satisfait plus non plus d'une représentation démocratique qui consiste à voter aux 4 ans. La population n'est plus là. Ils s'attendent à avoir une participation plus importante. Donc, on a passé dans les dernières années d'une démocratie représentative, élection 4 ans, à une démocratie participative où les citoyens s'attendent à être partie prenante des projets, à co-construire les projets, les programmes, les politiques et les décisions avec les gouvernements, avec les entreprises privées. Est-ce qu'il y a une approche qui nous conduit à l'acceptabilité sociale? Oui, l'acceptabilité sociale, c'est une approche. Quelque part, c'en est une. Parce que
On ne peut pas dire qu'on atteint l'acceptabilité sociale. Souvent, quelqu'un demande « Est-ce que tu as atteint l'acceptabilité? » Ce n'est pas un crochet dans une liste. On n'a jamais atteint. On est en mode acceptabilité sociale ou on n'est pas en mode acceptabilité sociale. Donc, ce n'est pas un crochet dans une liste. Et ça réfère beaucoup à la démocratie participative, qui est à la fois un résultat qui permet de prendre une décision éclairée avec l'assentiment de la population et de tous les concernés, mais aussi un processus en amont de la décision où les citoyens et les groupes peuvent se faire entendre, peuvent s'impliquer, peuvent participer dans les débats et même influencer les décisions qui sont prises au bout de la ligne. Et finalement, bien, c'est une approche, donc, parce que l'acceptabilité sociale peut être intégrée dans la démarche à partir de l'élaboration du projet, en passant par la réalisation et même l'opérationnalisation des projets et des politiques publiques. J'aimerais ça que tu nous décrives quelques exemples d'acceptabilité sociale, de projets qui ont fait l'objet d'acceptabilité sociale et comment ça s'inscrit dans une démarche de démocratie participative. Commençons par les politiques de la ruralité. Oui, les politiques de la ruralité, c'est un bon exemple parce que c'était à l'époque considéré comme innovateur. En fait, ça a commencé en 1991 avec les États généraux du monde rural tenus par l'UPA. En 1991, et c'était la première sensibilisation qu'il y avait un déclin du milieu rural, que les villages étaient de plus en plus en perte de vitesse, puis de plus en plus dévitalisés. Puis cette sensibilisation-là a cru avec le temps, si bien que le gouvernement a décidé de se doter d'une politique de développement rural et qu'on n'aurait pas pu écrire puis imprimer puis de rendre public. Ça n'aurait pas marché comme ça. Ça a fait l'objet d'une très large participation des acteurs concernés. C'était voulu comme ça, donc dès le départ. Et ce qui s'est dégagé de cette première et des politiques qui ont suivi, il y en a eu 3, c'est une approche qui est basée sur 4 éléments fondamentaux. Donc, le choix qui a été fait, après avoir fait cette grande concertation, cette grande participation des acteurs concernés, c'était d'avoir une approche d'élaboration et de mise en œuvre du bas vers le haut. Tu en parlais tantôt au début de ta présentation. Bas vers le haut parce que toute la mise en œuvre de la politique, la presque totalité des budgets passaient par des packs ruraux signés avec chacune des MRC qu'ils prenaient en charge. On s'entendait sur un contrat, on s'entendait à quoi devait servir l'argent. Ça servait à supporter le développement des petites collectivités et ça devait supporter la possibilité d'engager des agents ruraux pour aider les gens à prendre en charge leur développement. Donc, les packs ruraux faisaient en sorte qu'on était vraiment dans un processus du bas vers le haut, dès le départ. Le deuxième élément, c'était la confiance et l'imputabilité qu'on a consacrée aux MRC puis aux municipalités locales, puis de reconnaître qu'ils avaient la capacité de prendre en charge leur propre développement. Ça, c'était d'aller assez loin. On a manifesté cette confiance-là très clairement. Le troisième élément, c'était que la mise en valeur de toutes les ressources serait faite à travers la politique de la ruralité. Donc, ce n'était pas une politique agricole. C'était la première fois qu'il y avait une politique de milieu rural qui considérait les municipalités dans leur entièreté, autant au niveau des services éducatifs, santé, que des services municipaux, que de toutes les activités économiques et sociales qui se tiennent dans une communauté. Et ça, c'était une première, d'avoir une approche intégrée, si on veut. Et le dernier élément, c'est que c'était une approche qui était constamment et sur une base continue, démocratique et participative. Ça, c'est les 4 éléments qu'on a fait ressortir de la politique de la ruralité, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un examen de l'OCDE, parce que en venant faire une conférence, quelqu'un de l'OCDE a pris connaissance de la politique de la ruralité, a dit « On aimerait ça étudier votre politique parce qu'on veut la comprendre ». Et c'est devenu le modèle de référence pour tous les pays de l'OCDE depuis, je dirais, depuis 2003-2004. Et ça n'a jamais arrêté depuis parce que j'ai vu récemment un webinaire de l'OCDE où l'Amérique du Sud présentait un pays d'Amérique du Sud présentait sa nouvelle politique rurale en disant « C'est presque comme celle du Québec ». On a fait du chemin, là. On a vraiment fait du chemin, mais nous, on était déjà rendus là au début des années 2000. C'est une politique qui a aussi fait l'unanimité parce qu'on avait travaillé tellement avec le monde qu'on a fait une unanimité au point où un journaliste a posé la question, quand on a lancé la première politique de la ruralité, au premier ministre, comment on fait pour faire une politique publique qui fait l'unanimité? J'ai essayé pendant 2 jours de trouver quelqu'un qui se raconte, je n'en ai pas encore trouvé. Et ça, pour moi, c'était le succès. Ça, c'est une démarche participative où on va s'assurer que tout le monde est socialement prêt ou adhère à cette politique-là. En gros,
Depuis, bien, il y a eu la politique 2001-2007, 2007-2014. Il y avait une troisième qui était lancée 2014-2024. Mais en 2015, le gouvernement a décidé de mettre fin à la politique de la ruralité et de confier la responsabilité du développement rural aux municipalités et aux MRC en propre en 2015, en leur transférant cette responsabilité-là, pas avec toutes les sommes d'argent que les MRC et les municipalités auraient souhaité, mais ça leur a donné, on a reconnu la prise en charge de leur propre développement. Et depuis ce temps-là, bien, les choses se passent quand même bien. Ça me rappelle qu'à l'époque, je n'étais plus au ministère des Affaires municipales. Puis on m'a appelé pour me dire, quand tu as lancé la politique, tu as dit qu'on aurait réussi quand on n'aurait plus besoin de politique de la ruralité. On est rendu. C'était assez intéressant à entendre. Et le plan Nord, Robert? Le plan Nord a aussi été quelque part inspiré des politiques de la ruralité puis de l'approche qu'il y avait dans la politique de la ruralité. Parce qu'au départ, le plan Nord est né d'une idée d'un premier ministre qui voyait dans le Nord un potentiel considérable dans le domaine minier, ce qui était exact, dans le domaine énergétique, ce qui était déjà pas mal de cas, et dans le domaine forestier, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a 49 de la forêt commerciale du Québec qui est localisée sur le territoire du plan Nord. Le plan Nord, c'est 1,2 million de kilomètres carrés, 73 du territoire du Québec, 120 000 personnes, 33 000 autochtones, le reste des non-autochtones qui sont localisés surtout dans le sud. Donc, un immense territoire avec un immense potentiel, particulièrement minier. Et l'idée, c'était d'en faire un espace économique important pour le Québec. Et quand j'ai été nommé aux ressources naturelles, mais le mandat, c'était de faire le plan Nord comme étant un espace économique. Très rapidement, on s'est rendu compte, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les Autochtones qui ont parfois critiqué beaucoup des projets énergétiques? Est-ce qu'ils vont accepter que des mines se fassent comme ça un peu partout sur le territoire? Qu'est-ce qu'on fait avec les populations non autochtones qui avaient probablement les mêmes genres de préoccupations? Qu'est-ce qu'on fait du développement du territoire du Nord? Qu'est-ce qu'on fait des communautés qui habitent là-bas? Et toutes ces questions-là nous ont amenés à proposer un projet alternatif. On va faire le plan Nord, c'est un espace économique, il y a un potentiel minier considérable, parfait, mais on va en faire un projet de développement durable exemplaire. On va associer la population, puis on va faire un projet intégré qui va couvrir toutes les dimensions du développement durable, l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect environnemental. Et c'était accepté par le gouvernement qui nous a permis de travailler là-dessus. C'était un peu long parce que l'idée, c'était de faire le plan en 3 mois. Ça a pris 17-18 mois. Mais on a eu un consensus social considérable. Il y a eu une déclaration de signer la journée du lancement du plan Nord par 26 personnes qui représentaient tous les secteurs de l'activité sociale et économique et les populations du Nord, les 4 nations autochtones y compris, qui ont signé pour dire on adhère au plan Nord, pas à chacune des lignes du document, mais on adhère à l'approche, on adhère à l'idée de faire quelque chose de particulier sur le territoire du plan Nord. Et ça, c'était un grand succès. Mais pour pouvoir en arriver là, il a fallu qu'on mette en place des conditions. Puis quand il a été accepté qu'on travaille sur l'idée d'un plan intégré de développement durable, bien, on a commencé tout de suite une vaste concertation, puis on a structuré cette concertation-là avec les populations du territoire, les Autochtones, les groupes environnementaux, les secteurs d'activité économique, mines, forêts, énergie, et aussi les domaines sociaux, l'éducation, santé, etc. Tout ce beau monde-là, on les a rassemblés autour d'une table à un certain moment, quand on a lancé le plan Nord, il y avait 76 personnes autour de la même table. Pourquoi 76? Parce que le système de son ne pouvait pas prendre plus que 76 micros. Ça aurait été 80 normalement. Mais on s'est rendu à 76. Et 76 personnes autour d'une table qui comprenaient la majorité des élus, les 4 nations étaient bien représentées et tous les secteurs que je viens de vous mentionner étaient tous autour de la table. De cette grande table-là, on a présenté l'idée du plan Nord, comment on voulait le faire. Et là, bien, vous avez à l'écran un tableau un peu abracadabrant, mais c'est assez simple dans le fond quand on le décortique. Vous connaissez le bon vieux dicton qui dit que tout se mange, il suffit de trancher mince. Bien, nous, on a mis le processus en petites cases. Puis on est allé case par case, puis on a bâti le plan Nord. Et donc, cette table-là a délégué une table des partenaires constituée de 26 personnes qui représentaient tous les secteurs d'activité, les populations, etc. Puis on a à côté créé une table autochtone avec les 4 nations pour
les aider à bien comprendre ce qu'on faisait. Parce que noyés dans une table de 26 personnes, les Autochtones, parfois, n'ont pas nécessairement toute l'information disponible. Mais en faisant certains exercices directement avec eux, ça nous a permis de toujours les garder à niveau puis de toujours faire en sorte qu'ils soient bien impliqués dans l'ensemble de la démarche. 11 groupes de travail, 60 réunions, 450 personnes ont contribué à rédiger le plan Nord. Ce qu'on faisait, c'est que les 11 groupes de travail comprenaient chacun des secteurs d'activité sociale, économique et tout ça. Chacun a eu affaire à identifier les enjeux, à identifier les potentiels dans leur secteur et à identifier les perspectives de développement sur 25 ans et proposer des initiatives. Donc, il y avait 4 étapes. Chacun a eu 4 rencontres. À chaque rencontre, il y avait une étape qui était franchie. Et il y avait dans ces groupes-là, les 4 nations autochtones étaient représentées, les groupes environnementaux, les gens du secteur d'activité concerné. Puis c'était coprésidé par un membre de la table des 26 personnes et un sous-ministre adjoint responsable de ce secteur-là. Eux autres, elles nous alimentaient une équipe, une grosse équipe de 14 personnes qu'on avait au ministère des Ressources naturelles qui a rédigé le plan Nord, mais c'était vraiment du bas vers le haut, parce qu'à partir des initiatives, on prenait les textes, on les synthétisait, on retournait, on les proposait à la grande table, on disait « Est-ce qu'on a bien compris? » Puis c'est comme ça que le plan Nord s'est construit. Finalement, il y a eu, au fil du temps, des changements de gouvernement qui ont fait que le plan Nord a été articulé de façon différente, disons ça comme ça pour couper court. Et en 2014, bien, M. Couillard a décidé d'en faire un pilier de sa relance de son projet économique. Donc, on a relancé le plan Nord, on a fait ce que les partenaires ont appelé le plan Nord 2.0. Puis, on est reparti avec à peu près le même groupe, les mêmes partenaires. On a créé une table. Et là, on a créé la Société du plan Nord pour mettre en œuvre véritablement le plan Nord. Et le plan Nord, la Société du plan Nord a quelques particularités intéressantes. La première, c'est que son CA est composé à 50 d'hommes et de femmes, ça c'est habituel, mais à 50 de personnes qui habitent le territoire et 50 de personnes qui ont une expertise à amener comme contribution au sein du CA. Le président ou la présidente du conseil d'administration est nécessairement quelqu'un qui habite le territoire, c'est dans la loi, ça fait qu'on n'y échappe pas. Puis, il y a, le CA joue son rôle de CA, donc gère l'administration de la Société du plan Nord, le budget, le fonds du plan Nord, les orientations, les priorités, établissent les priorités, travaille sur le plan de développement durable, mais on a aussi une assemblée des partenaires. Et ça, c'est unique au monde, selon l'ENAP qui a étudié notre société. C'est unique au monde parce qu'on se demandait, bon, mais les entreprises privées ont des assemblées des partenaires, des actionnaires. Bon, mais nous, on veut la même chose. Fait qu'on a créé une assemblée des partenaires qui est constituée de tous les groupes, de représentants des mêmes groupes, mais pas réduit à un conseil d'administration qui est là pour administrer, mais plus pour donner son avis. Donc, c'est un comité aviseur permanent prévu dans la loi, dont la composition est à peu près décrite dans la loi, en bloc. Et ces gens-là, on leur demande des avis sur le plan d'action annuel, le plan stratégique, le plan de développement durable. Ils peuvent aussi initier de prendre des avis. À la fin de la 2e année de mise en œuvre du plan Nord, la présidente m'a appelé pour me dire « Là, Robert, désolé, là, mais nous autres, on fait 2 avis cette année, puis tu n'es pas obligé de nous le demander, on a décidé qu'on le faisait quand même. Puis on va déposer au gouvernement des avis sur le développement de la main-d'œuvre dans le Nord, parce qu'on sait qu'on va être en manque de main-d'œuvre, puis on a des idées là-dessus, puis on veut vous les soumettre. Puis on veut que vous preniez ça plus au sérieux. » Puis l'autre, c'est sur... c'était sur en fait, sur l'environnement, mais sur des choses très, très concrètes qu'ils voulaient mettre de l'avant. C'est devenu ça, le plan Nord. Le plan Nord, c'est devenu une structure dont l'acceptabilité sociale se fait au quotidien avec les gens du terrain. Puis on a un conseil d'administration bien représentatif du milieu, mais aussi une assemblée des partenaires qui nous oblige à toujours être très, très attentifs aux 3 composantes du développement durable. Et si on quittait la perspective gouvernementale pour aller dans le privé? Dans le privé, on a des cas qui maintenant se rapprochent de ça et ça a évolué aussi. Puis, bon, je ne veux pas être prétentieux, mais je pense que le plan Nord a un petit peu aidé dans certains cas. Je vais prendre en exemple 4 minières. Il y a 4 minières dans le Nord, une qui était là avant le plan Nord, donc, mais qui a toujours bien travaillé. C'est la mine Raglan qui est au Nunavik, près de Salouit. Il y a la mine
Elle est au nord de la minière Goldcorp, qui est basée près de Nemeska, dans la baie James. La mine Renard, qui est la première mine de diamants au Québec, qui est de la minière Stornoway, qui est basée aussi au nord de Mistassini, dans la baie James. Et il y a la mine du lac Bloom, qui est de la minière Champion, qui est basée à Fermont, sur la côte nord. 4 exemples où on a des minières qui ont, dès le départ de leur projet, bien avant la construction d'une mine, entrepris des relations avec les communautés environnantes, les trappeurs sur le territoire où ils étaient pour aller, les Autochtones, les communautés autochtones, et qu'ils ont travaillé avec eux. Moi, j'ai rencontré ces minières-là à peu près 5 ans avant qu'elles soient construites, et ils étaient, dans tous les cas, accompagnés d'Autochtones déjà. La mine n'était pas construite, là. On était en train de faire les plans, là. Mais ils testaient comment ils étaient pour gérer l'énergie, comment gérer l'environnement, comment... Toutes les facettes de leur projet étaient discutées avec les populations concernées, avec les gens, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de coche mal taillée au fur et à mesure. Fait que ça, c'était le premier constat qu'on a fait, c'est que ces gens-là sont devenus irréprochables parce qu'ils ont associé les populations dès le départ dans le processus d'élaboration. Ils ont signé évidemment des ententes de répercussions et avantages là, avec les Autochtones qui donnent un certain nombre de bénéfices sur la création d'emplois, sur un support au développement communautaire, etc. Ils ont mis en place des comités de liaison continue. J'ai appelé Raglan récemment pour participer à un projet. Il a dit bien, on va faire ça au comité. Peux-tu venir au comité? Parce que moi, j'ai envie qu'on fasse ça directement avec les Inuits. On va faire ça avec eux parce qu'ils sont concernés, puis il faudrait qu'ils soient là dès le départ. Comme ça. Puis, il y a un comité conjoint en environnement où les Autochtones participent activement au projet sur la gestion des résidus et tout ça. Puis, il y a toujours des engagements de soutien au développement communautaire et d'un nombre d'emplois qui est le plus souvent dépassé jusqu'à présent, puis des ententes de sous-traitance avec des entreprises autochtones, etc. Et donc, ça devient des projets un peu exemplaires. C'est dans le domaine minier, en plus, où ce n'était pas évident il y a déjà quelques années. Mais ça donne l'indication que c'est la façon de faire maintenant et ça fonctionne très bien. Quand on parle d'acceptabilité, on joue à l'équilibriste. C'est exactement ça. C'est un défi d'équilibre d'abord et avant tout. Puis l'équilibre, il n'est pas compliqué, il est en 2 composantes. Il faut concilier l'expression de l'intérêt public et en même temps le concilier avec les impératifs politiques. Impératifs politiques, ça peut être les engagements électoraux, les orientations du gouvernement, le contexte budgétaire, les enjeux plus globalement pris pour l'ensemble de la société québécoise. Et c'est ça, c'est un jeu qui doit toujours se faire. Puis pour pouvoir le faire dans une approche de démocratie participative, mais ça implique aussi d'avoir des ressources qui sont suffisamment outillées pour jouer un rôle de facilitateur et d'intégrateur plutôt que de jouer un rôle de rédacteur d'une politique qu'on va soumettre à l'impression. On n'est pas du tout dans le même monde. Donc, ça implique des acteurs, que ce soit au gouvernement ou même dans l'entreprise privée, des acteurs qui sont outillés pour jouer ce rôle-là au sein des organisations, puis de miser sur le fait que la démocratie participative, là, ça peut aussi amener des améliorations du projet. Il y a des bonnes idées qui sortent des gens et on est souvent surpris jusqu'à quel point ça peut devenir un bénéfice d'associer l'ensemble de la société ou l'ensemble des parties prenantes à un projet. Mais en bout de piste, il faut toujours rappeler qu'il y a des décideurs, que ce soit une entreprise privée ou que ce soit une entreprise publique. Il y a des décideurs, il y a des gens qui doivent prendre une décision. M. Legault est confronté à ça quotidiennement avec la pandémie. Il y a des gens qui doivent trancher après avoir écouté, après avoir, malgré toute la bonne foi de faire les choses ensemble, bien, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision. Mais quand on parle d'entreprise privée, souvent, il y a un processus qui doit être suivi avant de se lancer dans des investissements massifs. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là et de le lier aux responsabilités du conseil d'administration? Oui. Quand on est avec des entreprises privées, c'est étonnamment beaucoup moins l'idée que ce soit une entreprise privée que la portée publique de leur action qui importe. Les gens, ça ne se dérange pas qu'il y ait des entreprises privées qui développent sur le territoire. Il y en a quelques-uns, mais la majorité, socialement, là, quand on prend l'ensemble d'une société locale, régionale, bien, les gens ne sont pas contre l'entreprise privée. Non, c'est la répercussion publique de leur projet qui les concerne. Puis maintenant, là, à partir de maintenant et dorénavant, l'acceptabilité sociale, ça ne s'achète pas.
On ne peut pas faire un chèque là-dessus. Il faut établir un dialogue, écouter, échanger et même ajuster le projet. Ça implique une ouverture du processus décisionnel quant à la pertinence du projet, puis qui tient compte de la vision de la population. Puis ça implique aussi, lorsqu'il y a une compréhension commune qui se dégage, que le promoteur prenne sa décision seulement à ce moment-là. Donc, c'est toujours un peu plus long, mais ça donne une prévisibilité, ça donne une sécurité sociale, ça donne un environnement qui est beaucoup plus facile à travailler par la suite. Et le CA doit adhérer à ces démarches-là, doit accepter que ça va prendre plus de temps, doit encourager que cette démarche-là se fasse par leurs dirigeants et par les gens de leur équipe. Il y a des ingrédients pour assurer une acceptabilité sociale durable. Oui, ça, c'est un peu mon dada. J'aime beaucoup résumer les choses en disant qu'il y a des ingrédients de base, parce qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas une recette unique pour l'acceptabilité sociale. Il y a autant de recettes qu'il y a de projets. Donc, si on n'a pas de recette, mais il faut au moins avoir quelque chose pour se rattacher, puis il y a 5 ingrédients. L'ouverture à la démocratie participative, c'est un résumé, hein, c'est toutes des choses que j'ai mentionnées depuis le début. L'ouverture à la démocratie participative, sensibilité aux préoccupations du public et la capacité d'y répondre, bien important. La construction de la confiance comme prérequis à un processus public efficace. Quand les minières ont fait leur lancement de mines, les Autochtones étaient là, puis c'était des amis. Ça change la donne pas mal. Ça prend une compréhension commune et partager autant des enjeux que des défis, que des pistes de solutions. C'est comme ça qu'on a fait le plan Nord, en prenant chacun des éléments. On va s'entendre ces enjeux, on va s'entendre ces défis, on va s'entendre sur les pistes de solutions. Puis ça prend une compréhension fine du contexte multidimensionnel dans les milieux concernés. C'est multifacette, un milieu. Puis un milieu, ça ne se définit pas en fonction d'un secteur d'activité. Il se définit en fonction de la globalité de ce qui se passe dans ce village-là ou dans cette communauté-là. Et ça, il faut le comprendre. Qu'est-ce que ça signifie particulièrement pour le secteur privé puis les conseils d'administration des entreprises? Pour le secteur privé, pour le conseil d'administration, et je dirais sous le leadership du PCA, qui a un rôle immense à jouer là-dedans. Je pense que c'est beaucoup à partir du PCA que ça doit se passer. Il faut être sensible et inspiré par la diversité des opinions et des positions des parties prenantes. Il ne faut pas voir ça comme étant du chiolage, il faut voir ça comme étant des préoccupations qu'il faut intégrer, qu'il faut gérer, qu'il faut prendre. Donc, il faut être sensible puis inspiré par ça, pas être contre, mais être pour, vouloir vraiment faire en sorte qu'on en tienne compte. Maintenir et accroître la confiance de toutes les parties prenantes envers l'organisation, très important. Soutenir également la confiance du public dans la gouvernance de la société et renforcer la stabilité sociale. Et ça, pour ce qui est de la gouvernance, ça passe le plus souvent par la transparence. Puis pour ce qui est de la stabilité sociale, mais c'est de ne pas hésiter à rendre les choses publiques, à être transparent, puis à dire ce qui se fait, autant les bons coups que les bouts plus difficiles où il faut comme rendre des comptes quelque part publiquement. Et pour moi, le plus important, c'est d'anticiper les tendances et les changements et maîtriser les évolutions parce qu'il y a des médias sociaux qui sont là maintenant, qui véhiculent une quantité épouvantable d'informations vraies et fausses. Et il faut être très alerte par rapport à ça pour ne pas laisser les choses s'envenimer comme on le fait il y a déjà maintenant quelques décennies. Pour le PDG, bien, qui a un rôle de porte-parole officiel de l'organisation, mais c'est communiquer une vision claire, actuelle de sa mission, autant à l'interne qu'à l'externe, puis de témoigner de son engagement à une gouvernance contemporaine et participative. Et si on concluait avec les conditions gagnantes? 4 conditions gagnantes ou de réussite. Engagement des parties prenantes en amont, reconnaissance d'un savoir citoyen, ouverture du promoteur à faire évoluer le projet, puis anticipation, comme je viens tout juste d'en parler. Et ça se résume ça en une phrase que je vous lis en terminant. C'est la connaissance fine d'un milieu donné et d'un contexte donné qui permet d'anticiper les différentes propositions, justifications, objections, ainsi que les dynamiques sociopolitiques autour de la discussion d'un projet. Bien, merci Robert pour ce témoignage qui repose sur toute une expérience de toute une carrière. Et merci à vous tous et vous toutes de nous avoir écoutés. Au plaisir.